Nuit de pluie, un pas précipité sur le carrelage de l'urgence. Une voix étouffée a supplié « S'il te plaît, fais vite », dit la CEO. Et le père célibataire a ôté sa veste sans hésiter. Un homme simple à la veste fatiguée tenait la main d'une femme au tailleur impeccable, tandis que des néons blafards dessinaient la silhouette d'une médaille usée accrochée à sa chaîne. « Vous allez voir le lever du soleil », promettait-il, avec la même douceur qu'on réserve aux enfants. Hôpital Saint-Antoine, nuit du quart de minuit. Les téléphones sonnaient déjà. La salle d'attente était pleine de murmures et d'appareils qui bipaient. « Qui est cet homme qui se tient dans l'ombre » pensa la secrétaire au comptoir. Ils ont sauvé une vie cette nuit, mais quelque chose de plus grand venait de commencer. Paul Martin se levait chaque matin à 5 heures pour préparer Lucas pour l'école avant de partir au travail de nuit à la sécurité de l'hôpital. Il connaissait les couloirs comme la poche de sa veste. Il avait été ancien ambulancier et auparavant militaire. Il portait encore la posture d'un homme qui a appris à garder son calme quand tout chavire. Sa maison était petite. Un café qui refroidissait sur la table, un dessin de son fils accroché au réfrigérateur et des photos jaunies de son père sur lesquelles il reposait les mains comme pour transmettre une force silencieuse. Il aimait les soirées calmes et les histoires qu'il inventait pour Lucas quand le sommeil tardait. Il n'avait pas cherché la reconnaissance après la dernière fois qu'il avait pris une décision qui le mettait sous les projecteurs. Il avait choisi l'anonymat parce que cela protégeait son fils et leur routine fragile. Pourtant, il savait que son passé continuait de résonner dans ses gestes et dans cette médaille usée qu'il touchait parfois avant de quitter la maison. Enfance de Paul. Il avait grandi dans un quartier ouvrier au bord de la ville où le vent apportait l'odeur du port et la promesse lointaine d'autres horizons. Son père lui avait appris à ranger ses peurs dans une boîte et à regarder le monde en faisant le premier pas. Il se souvenait des soirs où la radio grisillait et où son père revenait les mains noires de travail et les yeux rieurs. Apprentissage et formation. Il avait suivi une formation médicale après l'école technique. Il avait aimé les gestes précis, le froissement des bandages, le soulagement quand un pouls revenait à la normale. Perte et reprise. Il avait perdu sa partenaire de vie dans un accident qui avait laissé son cœur en miettes et un petit garçon à protéger. Depuis, il avait bâti une routine faite de petites victoires pour que la peur ne dicte pas leur quotidien. Ces 3 fragments formaient la colonne vertébrale de l'homme qui, ce soir-là, s'approcha de la civière. La porte s'était ouverte. Sur le tumulte, une voiture de luxe hors d'usage et Claire Moreau, la PDG d'un grand groupe, emportée par les urgences. Paul était à l'accueil, il vit la silhouette blanche du chauffeur, les mains tremblantes et la lueur du bijou qui brillait dans la poche du tailleur. L'air sentait la pluie et l'antiseptique. Les néons coupaient la nuit en bandes blanches et la voix de Claire était faible. Un infirmier criait « Stabilisez sa tension !» Quelqu'un courait chercher une civière. Paul s'avança sans demander son nom. « Je m'appelle Paul », dit-il, en posant sa main sur son poignet pour sentir le pouls. « Appelez le docteur Laurent », répondit l'infirmière Amélie en essuyant la sueur de son front. « Restez avec elle », murmura Paul à voix basse. Les gestes furent rapides, méthodiques. Chaque sensation amplifiée, le goût métallique d'urgence dans sa bouche, le crissement des chaussures sur le sol, le froid de la veste qu'il retira et qu'il plaça sous la nuque de Claire comme oreiller improvisé. « S'il vous plaît, faites vite », dit Claire avec une clarté surprenante malgré la pâleur. Paul pressa son pouls et sentit un léger tremblement. « Je ne la laisserai pas », répondit-il. Scène de sauvetage, première tension. Le moniteur émettait des bips irréguliers. Le visage de Claire était pâle comme de la craie et l'odeur du parfum se mélangeait à l'odeur de désinfectant. On entendait la respiration courte de Lucas dans son sommeil qu'on avait amené sous l'aile de la nurse Sophie qui chantonnait pour calmer l'enfant. « Elle a perdu beaucoup », annonça Dr Laurent, la voix serrée. Paul prit la main de Claire et dit « Restez avec moi, regardez-moi, je suis là ». Les médecins firent une décision en 2 temps. Appeler le bloc pour une intervention immédiate et préparer une transfusion. Le dialogue fut rapide, précis et dense. « Anesthésie en 5 minutes », dit le docteur Laurent. « Préparez 2 poches », dit Amélie. « Je connais la procédure », dit Paul en se levant pour aider à porter la civière. « Non, vous restez », dit Sophie. « Je ne peux pas rester les bras croisés », répondit Paul. « C'est dangereux », alerta Marc, responsable de la sécurité. « Je fais juste ce qu'il faut », répliqua Paul. « On a besoin de vous dehors », dit Julien, le responsable de communication déjà au téléphone. « Je resterai », dit Paul finalement. La salle se vida à l'exception des battements rapides et du souffle collectif comme en écho. La tension monta quand des mains essayaient d'arrêter une hémorragie tandis que la machine crachotait.
Pendant ces instants, Paul ressentit une mémoire ancienne, le goût de la poussière d'une route d'intervention, un cri lointain et la lourdeur du temps compressé en secondes. La chirurgie fut une course contre le temps. La peau froide de Claire frémissait sous les lampes. La salle sentait le métal et la sueur. La voix du chirurgien était un métronome. Paul fut prié d'attendre. Dans la salle d'attente, il parla peu avec Amélie et Sophie, 5 sens en éveil. La chaise était dure, le café amer, l'air chargé d'espoir et d'attente. « Elle va tenir, dit docteur Laurent en revenant, les traits tirés. « Merci, balbutia Paul, la voix brisée. Claire passa plusieurs heures en salle d'opération. Paul resta à l'hôpital la nuit entière, tenant le dessin de Lucas plié dans sa poche comme un talisman. Il avait promis, sans formalisme, mais avec gravité, de ne pas laisser les choses s'arrêter là. Le lendemain, Claire fut transférée en soins intensifs et progressa lentement. La question de la reconnaissance publique se posa quand Julien apprit l'identité de l'homme qui avait tenu sa main. La direction proposait une mention officielle et un communiqué. Claire, encore fragile, regarda Paul une fois éveillé et dit « Je n'ai jamais été aussi reconnaissante ». Paul refusa la publicité. « Je veux juste rentrer chez moi », dit-il. « Ce n'est pas nécessaire », répondit Julien. « Les médias voudront l'histoire », ajouta Aline, journaliste qui avait déjà préparé des questions. « Je suis venu parce que c'est la bonne chose », dit Paul doucement. « Parfois, la bonne chose n'a pas besoin d'éclairage », continua Sophie. La tension morale s'installe. Paul se retrouva face à un dilemme entre l'anonymat nécessaire pour son fils et la possibilité d'un geste public qui pourrait changer l'hôpital et la communauté. Un petit moment de victoire survint quelques jours plus tard quand Lucas apprit que sa mère adoptive avait survécu dans un hôpital voisin et offrit un dessin qu'il serra contre son cœur. Paul s'assit à la table de la cuisine, la lumière du matin passée par la fenêtre créait une chaleur douce. Il sentit la fatigue au creux des yeux et le parfum du café froid. « Tu as vu, papa » demanda Lucas en pointant un coin du dessin. Paul sourit et dit « On verra le lever du soleil demain, mon garçon ». Ce furent des instants humbles, remplis de petites joies, un repas partagé, un rire volé. Le gala de la Fondation, 2 semaines plus tard, se déroulait dans la grande salle d'un hôtel. Le cristal scintillait et la voix du présentateur remplissait la pièce. Claire avait décidé de tenir un discours en hommage au personnel soignant et d'annoncer une nouvelle donation pour renforcer les services d'urgence. La salle était pleine de mécènes, de politiques et de journalistes. Paul n'était pas invité, il travaillait cette nuit la sécurité dans les couloirs de service. Mais le destin fit que Claire fut transportée en civière au gala, victime d'une complication soudaine, une convulsion au milieu des applaudissements. La musique cessa, la lumière criait. Paul se trouvait à l'arrière du bâtiment, il avait entendu les sirènes et senti une urgence familière monter comme un vieux réflexe. Il courut à travers les cuisines, il sentit le parfum des plats, le bruit des verres cassés, le cliquetis des talons et la poussière dorée des projecteurs. Il arriva en plein milieu des convives abasourdis. Scène du gala, dialogue tendu et salutaire. « Qu'est-ce qui se passe » cria Claire entre 2 souffles. « Calmez la personne » ordonna le maître de cérémonie. « Appelez une ambulance » dit une mécène nommée Hélène. « Que fait la sécurité » demanda un politicien. Paul se glissa au milieu et prit la tête. « Laissons la place aux soignants » dit-il. « Qui êtes-vous » demanda une jeune journaliste, Aline en le pointant. « Un homme qui sait quoi faire » répondit Paul. « Mais vous n'êtes pas du personnel » fit Julien en revenant. « Nous devons éviter les images de chaos. » « Elle a besoin qu'on la stabilise maintenant » répliqua Paul. « S'il vous plaît » murmura Claire plus faible que jamais. La lutte pour l'espace public et l'urgence vitale prit la forme d'une courte cacophonie. Paul posa des gestes précis, palpation, compression, contrôle du canal respiratoire. Ses mains palpèrent la gorge, la peau était tiède et les draps sentaient la laque des toilettes d'un hôtel. Une infirmière de l'hôpital local nommée Nadia arriva pour aider. « Je connais ce protocole » dit Nadia. « Faites une ouverture pour l'anesthésie » dit Paul. La salle contenait l'odeur des fleurs, l'acrimonie des murmures et le bruit sourd du cœur stabilisé en instant. Deuxième moment de tension. La caméra tournait déjà, les flashs crépitaient, des visages se figeaient. L'air sembla devenir lourd et chaque seconde résonnait comme un coup de tonnerre. Paul sentit la pression de tous les regards, et pourtant il ne regarda que le visage déformé de la souffrance et la petite main qui cherchait à serrer la sienne de Claire. Il entendit le claquement distant d'un appareil et le bruit d'une chaise que l'on pousse. Sa voix se posa comme une ancre.
« Regarde-moi, tu n'es pas seul, dit-il, en cognant doucement sa paume contre la sienne pour la réveiller. La salle retint son souffle. L'équipe médicale planta une ligne intraveineuse, un masque fut posé, l'odeur du latex se mêla à l'odeur du parfum. Pendant ces instants, les souvenirs de Paul firent surface. La dernière fois qu'il avait perdu quelqu'un et le choix de ne pas fuir cette fois. Il sentit la peur traverser ses doigts, mais la maîtrisa comme on tient une corde. Après le gala, l'histoire éclata dans les médias. Claire fit un communiqué louant le geste, mais insista pour que Paul reste anonyme. « C'est un acte de courage qui dépasse les titres », dit-elle en conférence de presse. Mais la presse voulait des noms et des visages. Dr Laurent se montra protecteur et voulut rendre hommage au protocole de sécurité. Julien proposa une campagne pour valoriser les équipes de nuit et la sécurité. « Nous devons créer un fonds », dit Aline, la journaliste qui avait suivi le dossier. « Je veux que ça serve, à vrai dire », déclara Claire, en regardant Paul qui se tenait à côté. L'arrière de la salle des conférences, comme si la lumière le gênait. Le dilemme de Paul revint. Il devait protéger Lucas de l'attention publique. « Si vous acceptez, ce sera pour aider », dit Claire plus bas. « Je ne veux pas que Lucas souffre », répondit Paul. La tension morale était palpable au milieu des projecteurs. Troisième moment de tension, quand une figure publique proposa d'emblée une récompense et des apparitions. Paul sentit un vieux traumatisme remonter. Il se souvint d'anciens jours où la visibilité avait détruit des vies. Il prit une décision ferme. « Je n'accepte pas la lumière pour moi », dit Paul devant un micro improvisé. « Si vous voulez m'aider, faites quelque chose pour ceux qui n'ont pas d'écran. » La salle murmura. « Construisons un centre de soutien pour les gardiens de nuit et les familles monoparentales », ajouta Claire en hochant la tête. Les mots tombèrent lourds, mais ils ouvrirent la voie à une transformation plus large. Quelques semaines plus tard, une proposition concrète fut faite. Une fondation fut lancée avec la participation de Claire et de plusieurs mécènes. Parmi eux, Hélène, la mécène du gala, le docteur Laurent, la nurse Amélie, Julien, responsable communication, et Aline, la journaliste qui s'était engagée à couvrir l'évolution. « Nous allons créer un centre de veille et de formation pour les nuits », déclara Claire lors d'une réunion à l'hôpital. « Ce sera un lieu pour former le personnel à gérer les urgences et pour soutenir les familles », expliqua Julien. Paul fut approché avec une offre de coordination sur le terrain, mais avec la garantie que son identité resterait protégée s'il le souhaitait. « Ce que je veux, c'est que Lucas grandisse sans peur », dit Paul. « Nous respecterons votre choix », répondit Claire. Ils négocièrent en confiance, sans médias présents pour protéger la intimité du processus. Quatrième moment de tension. Le moment où Paul devait accepter une responsabilité administrative. Il était familier du terrain, mais pas des procédures de financement et des réunions. Il sentit la lourdeur des dossiers, la sueur au creux des mains et la timidité d'un homme habitué aux gestes. Il se souvint de son père qui lui disait « On apprend en marchant ». « Je ne suis pas un cadre », dit Paul lors d'une réunion. « Vous l'êtes sur le terrain », répondit Sophie. « Nous avons besoin de votre expérience », ajouta Dr Laurent. La décision fut douloureuse, mais il accepta à condition de garder sa dignité et le rythme de sa vie familiale. La communauté réagit avec des noms et des visages. Marie, voisine de palier, offrit des repas pour Lucas. Aline continuait d'écrire des articles qui humanisaient le récit. Marc, responsable de sécurité, proposa un protocole de formation. Nadia, infirmière, organisa des ateliers. Hélène fit une promesse de don initiale, et Julien coordonna une campagne discrète. Chacun fit une action précise qui contribua au projet. Petit à petit, l'idée devint réalité. Épilogue. 1 mois après la fondation, un petit local fut aménagé dans un quartier proche de l'hôpital. On y voyait des affiches, un tableau d'horaire et des tasses usées sur la table. Une matinée d'ouverture, Paul posa la première chaise pour une session de formation. Il sentit la chaleur de la lumière du matin et la voix d'un ancien collègue qui riait. Claire vint en visite discrète. Elle apportait une couverture et planta un regard reconnaissant. « Tu avais raison, on voit le lever du soleil », dit-elle. Les familles vinrent déposer leurs questions et Lucas peignait un nouveau dessin qu'on accrocha au mur. La médaille usée de Paul fut posée dans une boîte à côté d'une petite plaque qui portait l'inscription « Pour les nuits tranquilles ». 3 mois après, le centre avait un programme de formation régulier et un numéro d'écoute de nuit. Des témoignages affluèrent. Marie racontait comment une consultation gratuite avait évité une hospitalisation. Aline publia un reportage sur la transformation locale et la mairie proposa une subvention pour étendre le service aux écoles. Paul avançait entre les couloirs du centre avec sa veste sur l'épaule, saluant Sophie et Nadia.
Parfois, il souriait en silence et touchait la médaille. Le geste simple d'une nuit avait créé un mouvement qui dépassait les individus. 6 mois après, la cérémonie d'inauguration rassemblait une foule modeste mais passionnée. On inaugura officiellement le centre avec une plaque et des enfants qui avaient participé aux ateliers offrirent un dessin collectif. Claire prit la parole et dit « Parfois la plus grande richesse d'une entreprise est d'écouter la communauté ». Paul resta en retrait, il regarda Lucas courir entre les tables, la lumière baignait les visages et pour la première fois, il accepta que son nom apparaisse, non comme une réclame, mais comme une pierre posée pour d'autres. La mémoire de son père et l'enseignement de ses années sur la route s'étaient transformés en une structure qui tenait la nuit. Au fil des mois, la phrase répétée devenait une sorte de mantra, voir le lever du soleil. Elle apparut sur des badges, sur des dessins d'enfants et dans des discours. La médaille restait un objet symbolique qui revenait parfois au poignet d'un bénévole et parfois restait dans la boîte à la réception, rappel silencieux de pourquoi il faisait cela. Paul continuait de travailler la nuit de temps en temps, maintenant avec un rôle formateur. Il rentrait chaque matin vers Lucas qui l'attendait souvent endormi et laissait la porte entr'ouverte. Il avait trouvé un équilibre fragile mais vrai entre l'anonymat nécessaire et l'impact public possible. Conclusion émotionnelle, ils avaient dit que c'était une main tenue dans l'urgence, mais c'était devenu un mouvement. Un centre de veille avait ouvert ses portes et des vies avaient été évitées. Claire avait perdu un peu de sa carapace et gagné une voie tournée vers la ville. Paul avait troqué l'invisibilité contre une responsabilité qui protégeait son fils et des inconnus. Une petite médaille usée reposait dans une boîte et un dessin d'enfant était scotché à l'entrée comme preuve qu'un acte simple peut construire un héritage. Si cette histoire vous a touché, pensez à partager et à vous abonner pour écouter d'autres récits de personnes qui changent le monde sans chercher la une. La compassion est la forme la plus silencieuse de force et parfois, elle suffit à faire lever le soleil.